bienvenue au Cercle Alta Profit. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le Cercle Alta Profit. Alors, le Cercle a vocation à décrypter les sujets inhérents à notre métier, à notre marché, l'épargne et la gestion de patrimoine. Alta Profit s'est toujours positionné depuis son origine comme défenseur des intérêts des épargnants, et on reste dans cet ADN. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager avec vous un décryptage de ce qu'on va appeler sous le vocable Green Invest. Et pour ça, nous avons donc le privilège de recevoir trois grandes maisons qui ont fait de ce Green Invest leur ADN et leur raison d'être. Je vais vous les présenter. Léa Dunant-Châtelet, de la société DNCA, qui est directrice d'investissement responsable chez DNCA. Colline Payot, à la financière de l'Échiquier, qui est responsable de la recherche investissement responsable. Clémence Perrault, qui est investment spécialiste pour la société Mirova, groupe Natixis. Et mesdames, vous aurez donc le loisir de débattre et surtout de partager avec notre monsieur loyal aujourd'hui, François Garot. François est président de la commission développement durable à la Fédération française de l'assurance. Et lorsque nous avons préparé ce webinaire ensemble avec François, je lui ai dit, ce qui serait intéressant pour nos auditeurs, c'est finalement de connaître les coulisses, comment ça se passe pour un gérant d'actifs, quelles sont ses méthodes, quelles sont ses recettes, qu'on ouvre ce capot et pouvoir effectivement l'ADN véritable de ces maisons sur ces sujets donc de développement durable, de recherche de sociétés qui vont avoir un impact positif sur l'environnement. Donc François m'a répondu, m'a dit écoute, pas de langue de bois, on va préparer ça ensemble et on va ouvrir le capot. François, à toi, mesdames, à vous, bonne session. Alors, d'abord, bonjour mesdames, merci Stéphane pour cette introduction. Effectivement, quand on parle de green finance, de finance durable, on est dans une situation un petit peu inédite, même si on reprend un peu d'historique depuis 2015 et la COP21 où on a eu à peu près 197 États qui ont pris des engagements. Là, on assiste en ce moment même à une actualité extrêmement riche en matière réglementaire, législative, et on assiste à un facteur d'accélération. Et je pense qu'effectivement, comme le soulignait Stéphane, c'est le bon moment de se poser les bonnes questions, d'apporter des éclairages d'experts et de voir un peu comment ces experts, comment ces sociétés de gestion appréhendent en fait ce changement de paradigme, même si pour Clémence, Colline et Léa, c'est évidemment pas des choses complètement nouvelles. Pour autant, c'est des sujets qui sont complexes, c'est des sujets sur lesquels il y a encore un certain nombre de questions en suspens, et donc on va essayer de décrypter avec elles ces différents sujets. Donc on a préparé effectivement un certain nombre de questions sur lesquelles, si vous souhaitez bien entendu réagir directement ou postérieurement, vous aurez l'opportunité de le faire. Hein. Et donc ces questions vont essentiellement porter sur l'impact en fait et la compréhension globalement que nous avons en fait de ces changements de paradigme liés à ces changements réglementaires, mais il faut aussi tenir compte des sujets liés à ce que souhaitent et la manière dont les sujets sont appréhendés par nos épargnants. C'est quelque chose qui est nouveau, sans l'être, puisqu'on en parle depuis souvent, avec un certain nombre d'impacts sur la compréhension qu'ils peuvent avoir de ces nouveaux véhicules financiers. Il y a beaucoup de vocabulaire nouveau. On parle de performance, on parle de sens, on parle d'impact, on parle de produits durables, on parle de produits verts. Enfin voilà, il y a une espèce de sémantique qui est en train de s'installer et qui fait qu'on pense que c'est vraiment le moment pour pouvoir permettre de mieux comprendre en fait ce qui se passe et avec ces experts, ces spécialistes, d'apporter un éclairage qui, à mon avis, est tout à fait nécessaire. Alors, je vais commencer par quelques questions et là, je vais commencer
probablement par Léa. La question, c'est comment vous appréhendez un petit peu cette nouvelle réglementation. D'aucuns parlent d'avalanche réglementaire, puisque d'ailleurs, hier, le 10 mars, c'était la date à laquelle un certain nombre d'acteurs, d'entités, de sociétés de gestion devaient publier leur politique en matière de durabilité, les impacts négatifs que nos investissements pourraient avoir sur un certain nombre d'enjeux environnementaux et sociaux. Et donc voilà, moi ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment vous appréhendez cette réglementation. Est-ce que cette transparence requise, elle est comment dirais-je, prête? Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à appliquer cet effort de transparence et cet effort de pédagogie qui va évidemment accompagner cet effort de transparence? Alors merci pour cette question, effectivement, et j'ouvre le bal un peu sur le cadre général, ça tombe bien. Et d'ailleurs, je vais citer Rousseau là-dessus parce que je pense que c'est très important, ça donne un petit peu l'explication du contexte. Rousseau disait que lorsque les inégalités tendent à s'accroître, eh bien, le cadre réglementaire ou le pouvoir en place est là pour les réduire. Et je crois qu'on est exactement dans cette situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on croit dans les enjeux de développement durable ou qu'on n'y croit pas, et plus spécifiquement les enjeux green, on va y revenir, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc ça, c'est déjà un point extrêmement important. Et c'est vrai que la régulation sur les 3 dernières années a été très, très forte, que ce soit concernant les sociétés de gestion, donc là, je vais y revenir, et notamment avec la mise en place de la SFDR hier, donc c'est bien, on est dans les clous, mais il y en a eu plein d'autres de régulations. Et finalement, la SFDR, c'est une régulation qui vient côté investisseur, mais qui fait écho à ce que l'on voit côté aussi entreprise. Et en fait, il faut avoir en tête que la régulation, elle date des années 2000, elle a commencé en 2001, donc c'est pas si récent que ça. En revanche, ça s'accélère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, sociétés de gestion, aujourd'hui, on doit être capable de démontrer tout simplement qu'on intègre les enjeux de soutenabilité, de durabilité, de responsabilité des entreprises dans nos investissements. Et si on l'intègre pas, on doit le dire. Si on l'intègre, on doit dire comment. Et si on l'intègre et qu'on le mesure, on doit également préciser comment on le mesure. Et c'est important parce qu'en fait, comme il y a eu une accélération très forte ces dernières années sur ces sujets d'ISR, ces fonds, ces stratégies qu'on a vu proliférer quasiment comme des champignons, c'est tout simplement pour dire stop, maintenant vous dites beaucoup de choses, mais vous allez le prouver. Et c'est très simple, c'est ça la réglementation, et je pense que c'est une chose pour nous qui est extrêmement importante parce que ça va éviter le greenwashing. Et peut-être pour terminer sur la réglementation, ça fait écho à ce qui se passe dans le monde réel quelque part, puisque vous avez eu une taxonomie qui impose aux entreprises d'éclaircir leurs activités, leur exposition à des activités dites vertes, dites brunes. Vous avez également un Green Deal, vous avez également des enjeux de régulation sur les lois sociales qui sont de plus en plus fortes. Et nous sommes des investisseurs, nous investissons dans ces entreprises-là. Donc la transparence qu'on leur impose nous facilite la tâche d'une certaine manière. Et puis, eh ben, on nous demande finalement de faire un petit peu cas d'école aussi dans notre propre démarche. Donc c'est une bonne chose. Et évidemment, chez DNCR, on a été à l'heure, on time, comme on dit, avec évidemment plusieurs niveaux de transparence pour nos différentes stratégies. Merci pour cette réponse. Et là, j'ai envie de poser une question qui vous concerne, qui concerne les 3 sociétés de gestion. Et vous l'avez évoqué, c'est le point de complain or explain. Donc ça, c'est pas toujours satisfaisant. J'explique pourquoi je le fais pas ou j'explique comment je le fais. Pour autant, derrière, si on creuse un petit peu le sujet, la question, c'est l'interprétation que chaque société peut avoir de ces critères d'analyse, et se pose évidemment la problématique de la comparabilité. Et comment pensez-vous et comment vous prenez en compte cette dimension, vous l'avez cité, Léa, de transparence nécessaire, hein, et c'est vrai que ça remonte, on pourrait dire on a eu le temps de se préparer depuis les années 2000, mais aujourd'hui on voit bien que le corpus des règles, des taxonomies, des référentiels laisse quand même une marge de manœuvre assez importante, et qu'un certain nombre de providers sur la place eux-mêmes ne sont ni complets et ni comparables. Et donc comment vous, dans vos sociétés de gestion, vous appréhendez quand vous comparez ou quand vous exposez à vos clients vos prises de position, vos impacts, comment on peut garantir finalement à l'épargnant qui va pouvoir regarder différents produits, tout cela est comparable ou pas? Comment vous faites? Comment vous le prenez en compte? Alors la comparabilité, aujourd'hui, on va être très très franc, c'est impossible.
je ne vais pas faire de langue de bois, il n'y a pas d'harmonisation dans le reporting des entreprises pour les données extra-financières. Par contre, elle va arriver très très vite, cette harmonisation, et c'est pour ça que la loi, elle anticipe un petit peu ça, en se disant, après tout, si nous, les investisseurs, nous sommes obligés de demander ces informations aux entreprises, à un moment, de toute façon, elles vont se standardiser. Et elles vont se standardiser comme on a standardisé, il y a plus d'une vingtaine d'années, les normes comptables, qui à l'époque, elles-mêmes n'étaient pas comparables. On est exactement dans la même situation. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on va se retrouver un peu avec des comparaisons de choux et de carottes. Quand on regarde une société de gestion, certains vont choisir certains indicateurs, certains vont les internaliser, d'autres vont les externaliser. Il y a plusieurs bases de données externes. Donc soyons francs, on ne peut pas comparer. Et donc il faut être humble et attendre aussi que le marché se démocratise pour pouvoir à la fin être capable d'avoir des bases de données strictes qui compareraient une performance financière comme on compare une performance extra-financière. Et donc, d'une certaine manière, je ne fais pas l'autruche en vous répondant cela. Au contraire, je vous dis tout simplement, on ne peut pas le faire tout de suite. On va pouvoir le faire prochainement. En revanche, il y a quand même un élément qui pour nous est très important chez DNCA, c'est la transparence. C'est-à-dire que vous avez une obligation de transparence et de montrer que vous êtes en adéquation dans ce que vous racontez avec ce que vous faites et ce que vous faites de le démontrer. Et à partir de là, cette transparence, c'est pas un document que vous allez chercher dans un lien internet très très bien caché, ni même un document qu'on vous demande, pour lequel vous avez une nécessité de demander à avoir accès à l'information. Quand un asset manager fait correctement les choses, cette information-là, il vous la donne et il vous l'explique. Et pour l'instant, c'est la seule chose, en tout cas, qui puisse crédibiliser la démarche. Alors, je ne sais pas, quel est le point, la financière de l'échiquier, Colline et Mirova, Clémence, sur ce point? Alors peut-être il y a deux choses aussi dans votre question. Je vois un point sur les critères d'analyse. Vous disiez, est-ce qu'on peut uniformiser les critères d'analyse? Donc Léa a beaucoup parlé in fine des critères de reporting qui vont nous permettre de comparer les fonds les uns avec les autres. Et ça, c'est une question qu'on a souvent de la part de nos clients, c'est l'uniformisation des critères d'analyse. Pourquoi on n'est pas tous d'accord pour dire qu'une entreprise A est bonne ou mauvaise sur les critères ESG? Et alors ça, c'est un sujet, encore une fois, assez complexe. Moi, je ne suis pas pour l'uniformisation des critères d'analyse. Aujourd'hui, quand on regarde une entreprise sur des critères financiers et que vous pouvez demander, par exemple, un avis à différents analystes financiers, il y en a qui vont être sur la même valeur, avec des mêmes chiffres financiers, comme le disait Léa, issus de normes comptables qui ont déjà quelques années, donc une vraie uniformisation, enfin, des chiffres comparables. Il y en a qui vont être à l'achat, d'autres à la vente et d'autres qui vont être neutres. Et bien, sur l'extra-financier, c'est la même chose, sauf qu'on part d'une matière qui est beaucoup moins homogène et sur laquelle forcément on a des interprétations qui vont être différentes, des comparabilités qui vont être différentes. Donc moi aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit souhaitable qu'on ait une uniformisation des critères d'analyse. C'est aussi ce qui fait la différence entre le contenu des différents fonds, les identités des sociétés de gestion et la façon dont elles font leur travail. Et en effet, quand on regarde, on compare les analyses ESG de différentes agences de notation extra-financière, en effet, il y a des disparités. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt sain. Et c'est là-dedans que se trouve aussi la richesse de l'analyse. Et c'est là où fait la différence le fait qu'on internalise cette recherche, qu'il y ait des vrais humains qui soient là pour intervenir sur cette recherche, pour rencontrer les entreprises, pour challenger les informations qu'elles trouvent. Parce que le quantitatif, c'est une chose. Le qualitatif permet quand même d'une certaine mise en contexte et une meilleure compréhension et comparabilité de toutes ces informations. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et je rajouterai un point sur l'uniformisation du reporting qu'on va demander aux entreprises. Nous, on communique beaucoup avec les entreprises sur le sujet dans le cadre de nos démarches d'engagement. Et ça questionne quand même cette volonté d'uniformisation parce que les entreprises sont toutes différentes, elles ont des enjeux qui sont toutes différentes et elles ont un peu du mal à comprendre qu'on leur demande toutes de communiquer sur une batterie d'indicateurs qui ne sont pas forcément des indicateurs qui sont matériels pour elles. Clémence, peut-être. On avait un peu fait demi-tour avec la déclaration de performance extra-financière en France en disant aux entreprises reportez sur des indicateurs qui sont les plus importants et les plus matériels pour vous. Là, ce qui se passe avec SFDR, on fait un peu un pas en arrière, mais donc il y a plein de questions derrière cette uniformisation. Est-ce qu'elle est souhaitable et dans quelle mesure elle l'est? Et ça, c'est un vaste débat. La position de Mirova sur ce point? Clémence, on vous entend. Je ne vous entends plus. Peut-être le temps que Clémence récupère le son. Colline, peut-être une autre question.
alors même si le marché est un peu particulier en ce moment sur la performance des indices verts qui était supérieur à l'indice traditionnel, on voit bien que ce n'est pas forcément le cas et qu'il n'y a pas une espèce de linéarité permanente des performances. Et en y réfléchissant, on se pose la question on parle de durabilité, mais de l'appréhension du temps sur ce sujet de la finance durable, où on essaye d'obtenir évidemment de la performance, mais où la variable temps, sur les sujets notamment de ce que ça finance en matière d'infrastructure, on n'est pas forcément sur les temps, je dirais, traditionnels des conseils d'administration ou des quarters que certains émetteurs peuvent avoir. Quelle est votre vision sur ce sujet et comment on pourrait expliquer cette crise de la volatilité qu'on peut trouver sur des indices verts actuellement, même si c'est assez récent? Alors, moi, je vais vous donner une perspective sur plus longue période, parce que je pense que quand on est un investisseur responsable, on doit avoir une vision long terme de nos investissements, on doit être en capacité d'accompagner nos participations dans la durée. Et c'est cette vision long terme que doit avoir l'investisseur responsable et nos clients qui font le choix d'investir dans ces produits. Et je pense qu'aujourd'hui, l'idée reçue selon laquelle ISR et performance sont incompatibles, elle commence à perdre en popularité, et c'est une bonne chose parce qu'on est convaincu à la financière de l'échiquier que c'est plutôt le contraire, et on l'a démontré dans une étude qu'on publie depuis plusieurs années déjà, qui vient de souffler sa 11e bougie, et qui démontre qu'on a une réelle surperformance des meilleurs profils ESG par rapport aux mauvais profils ESG, pardon, que ça peut être des entreprises avec une thématique verte, mais pas seulement. Et sur 11 ans, pour vous donner quelques chiffres, la performance du portefeuille qui est composé des meilleures notes ESG, elle est 3,2 fois supérieure, donc c'est quand même assez significatif, à celle des entreprises qui sont du portefeuille des entreprises composées des moins bonnes notes ESG. Et on se rend compte que même sur une année de forte volatilité, comme l'année 2020 avec la crise de la Covid-19, ben, cette performance et cette dynamique de performance, elle n'est pas remise en cause, parce que sur un an, notre portefeuille des meilleures notes ESG, il fait une performance de 15%, alors que celui des moins bonnes notes ESG, il fait uniquement une performance de 0,2%. Et cette performance, ce constat de performance, on le fait également quand on regarde la performance des grands indices boursiers. Par exemple, le MSCI Europe, SRI, pardon, il a une performance de plus 1,4% l'année dernière, alors que le MSCI Europe classique a un recul de 3,3%. Donc, on se rend compte que sur longue période, et même sur des phases de marché un peu plus spécifiques, on a une surperformance des émetteurs avec des bonnes pratiques ESG. Du point de vue de la volatilité, pardon, notre étude, elle ne nous a pas permis de démontrer qu'il y avait forcément une plus grande volatilité ou une plus faible volatilité des entreprises avec des bons profils ESG dans la durée. Mais si on s'intéresse au ratio rendement-risque, là, on se rend compte que, en effet, les entreprises avec des meilleures notes ESG ont un meilleur ratio rendement-risque, mais également que ces entreprises ont une meilleure capacité de résilience et de rebond en phase de crise, par exemple, pour illustrer sur la période sur l'année dernière, avec la crise de la Covid-19, il a fallu aux entreprises de notre top 40 323 jours pour retrouver leur niveau pré-crise, alors que pour les entreprises de notre flop 40, et on a fallu, enfin plutôt c'est l'inverse, 323 pour celle du flop 40, alors que sur celle du top 40, il a fallu 264 jours. Donc on a un écart quand même de 59 jours pour retrouver ce niveau pré-crise, et donc on se rend compte qu'il y a une réelle résilience de ces entreprises. Alors moi, ce que je viens de faire là, c'est une analyse de la performance plutôt long terme, qui se base vraiment sur l'analyse des fondamentaux des entreprises, mais en effet, on peut assister à des phénomènes un peu plus court-termistes. Et là, je vais vous laisser Léa et Clémence partager une analyse de performance. Si Clémence a récupéré le son, ce serait intéressant de voir la position sur ces sujets de Mirova. A priori, oui, vous m'entendez bien? Oui. Bon, bonne nouvelle. Merci Colline pour ces éléments effectivement clés. Moi, j'ai envie de prendre un exemple concret. En fait, je prends l'exemple de notre fonds Mirova Europe Environnement, qui est l'un de nos fonds dédiés à la transition énergétique et environnementale. C'est un fonds qu'on a lancé en 2007. Donc, si vous vous souvenez bien, en 2007, c'était le moment justement du début des énergies renouvelables. Il fallait avoir les reins solides pour commencer à investir sur ces modèles-là, qui économiquement pouvaient être remis en question. Et puis, on a vu finalement au fil des années d'autres technologies rentrer en ligne de compte. Et on s'est effectivement aperçu, quand on regarde ce cas concret d'un fonds dédié à la transition énergétique et environnementale, qu'effectivement, la surperformance sur le long terme, elle est clairement là.
Point intéressant, si on revient sur la conjoncture, et notamment sur cette année 2020 qui a vraiment signé l'accélération de cette transition énergétique et environnementale. Quand on regarde typiquement la performance d'un fonds qui est comme ça, pure thématique environnementale, qui est exposé aux activités comme donc les énergies renouvelables, efficacité énergétique, bâtiments propres, construction propre, voilà, tous ces segments-là, et ben on s'est aperçu effectivement que c'était un fonds qui avait largement surperformé son indice de référence, le MSCI Europe, de plus de 24% sur cette période-là. Donc, on est sur des périodes, là, pour le coup, d'horizon d'investissement beaucoup plus courts. Et vous avez des profils, c'est des profils de fonds, en fait, qui sont très axés croissance, valeur de qualité. Et qu'est-ce qu'on a observé? On a observé qu'effectivement, depuis automne 2020, on a une rotation sectorielle au profit des valeurs plus cycliques, plus décotés. Et typiquement, bien sûr, c'est des fonds qui vont légèrement sous-performer leurs indices de référence dans cette période-là. Elle continue d'ailleurs en ce début d'année, cette rotation sectorielle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue qu'effectivement, on est des investisseurs long terme, on est des stock pickers, on vient choisir les entreprises justement qui sont apporteuses de solutions innovantes pour les objectifs de développement durable, avec de l'impact, parce que chez Mirova, c'est bien sûr délivrer de la performance financière, mais également démontrer qu'avec nos portefeuilles et avec nos investissements, on a un impact environnemental et social positif. Et la question qu'on peut peut-être se poser, c'est que dans cette période de rotation sectorielle, au détriment des valeurs de qualité croissance et qui favorise plutôt ces valeurs cycliques et décotées, c'est surtout ne pas perdre de vue en fait qu'on est sur un changement extrêmement profond et structurel de cette transition énergétique et environnementale. Ça, c'est un point clé. On est en train de voir arriver des flux financiers, des investissements pour des dizaines et des dizaines de prochaines années, pardon, je vais y arriver. Et ça, c'est vrai que c'est important vraiment de toujours intégrer effectivement les perspectives, ce que ça donne. Et voilà, là aujourd'hui, en tout cas, on a les flux qui arrivent, la réglementation, Léa, tu en parlais tout à l'heure, qui effectivement peut amener aussi à favoriser le fléchage de ces financements et de ces investissements vers des transitions énergétiques, écologiques sur ces prochaines années. Donc ça, je trouve que c'est vraiment des points très, très importants quand on devient plus concret et peut-être spécifique à ce qui se passe et ce qu'on a observé sur un cas concret de fonds dédiés à la transition énergétique et environnementale. Alors, peut-être avant de rentrer sur des sujets, on va dire, plus liés à la distribution, j'aimerais bien voir la position de Léa sur cette position et cette analyse conjoncturelle. Aujourd'hui, ce que vient d'expliquer Clément, c'est très clair. On sait globalement comment, ce que souhaitent en fait les États pour financer cette transition énergétique et environnementale. On sait que tout ça, ça va s'exprimer sur des durées longues. Ça a été très bien expliqué par Colline. Pour autant, les marchés, comme vous l'avez très très bien expliqué, ils peuvent se retourner. Il peut y avoir un accroissement sur des nouveaux produits financiers, un accroissement de la volatilité. Et comment donc ces impacts conjoncturels sont pris en compte et quel est, je dirais, le poids, j'ai envie de dire presque politique que vous pouvez avoir pour maintenir vos positions et ne pas, je dirais, agir de manière trop opportuniste, entre guillemets, pour garantir une performance moyenne et des engagements que vous avez pu prendre vis-à-vis d'ailleurs de vos distributeurs et voire des clients directement. Quelle est la position là-dessus c'est un point important parce que je crois que d'abord, pour reprendre un peu le contexte général des marchés, les mouvements que l'on observe sur les marchés sont de plus en plus erratiques. C'est-à-dire qu'ils sont très violents à la hausse ou à la baisse et ils sont très rapides, de plus en plus, et on le voit parce qu'on a des effets flux techniques extrêmement forts, des shorts, des constitutions de shorts, des rachats de shorts. Tout ça touche absolument tous les thèmes d'investissement, y compris évidemment l'ISR. Donc, qu'est-ce qui se passe là à très court terme? Effectivement, on voit qu'il y a des annonces macroéconomiques qui sont défavorables à notre style de gestion au sens large. Ça fait un mois, on souffre tous beaucoup et c'est pas grave. Et d'ailleurs, si je regarde l'année dernière, on a eu deux phases de la même ampleur, une juste après la crise et une en novembre. Donc, ça arrive. Ce que je crois surtout, c'est que lorsqu'on fait de la gestion de conviction, ce qui est notre cas pour nos trois maisons, eh bien en fait, on constitue des portefeuilles effectivement avec des horizons de temps très longs, mais surtout, un des éléments clés de la performance d'une gestion, quelle qu'elle soit, c'est la stabilité du portefeuille. Donc effectivement, cette stabilité, parce qu'aujourd'hui, être un allocataire, être techniquement capable de savoir à quel moment il faut rentrer dans tel secteur ou dans tel style, ou à quel moment il faut allouer vers telle ou telle région géographique, honnêtement,
c'est quasiment avoir une boule de cristal. Donc, moi, je ne suis pas capable de ça. Je gère des portefeuilles, mais je ne suis pas capable de ça. En revanche, je sais fondamentalement dans quelles entreprises et dans quels thèmes, structurellement, comme disait Clémence, j'ai envie d'investir. Et puis, par ailleurs, vis-à-vis des distributeurs, vis-à-vis de nos clients, il y a un effet extrêmement important de philosophie de gestion à maintenir. Parce que si je suis très concrète et je caricature, si aujourd'hui j'ai envie de performer depuis le début de l'année dans un fonds climat, environnement ou même développement durable au sens large, il faut que j'achète des financières, des pétrolières, des valeurs de la value concrètement, des extracteurs miniers, etc. Et donc je trahis finalement ma promesse de gestion. Et ce n'est pas du tout notre objectif. Et les clients qui rentrent dans ce type de stratégie achètent également le style de gestion et les valeurs, au sens d'ailleurs presque éthique du terme, qui vont avec. Donc, il faut évidemment maintenir, et c'est ce que nous faisons. Et donc, nous restons stables dans notre style et dans nos gestions. Alors ça, merci déjà pour cette réponse extrêmement claire. Là, j'ai envie de poser une question à la financière de l'échiquier, à Colline, parce que finalement, je l'indiquais en début de séance, mais on est sur des nouveaux concepts, voire des sémantiques qui peuvent recouvrir des sujets très différents d'une maison à l'autre, etc. Et finalement, tout ça complexifie ces offres durables. Et donc, du coup, je me posais la question, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même d'accroître des tentatives, voulues ou non d'ailleurs, de greenwashing et de manière plus spécifique, ce que je peux observer de ma chère, c'est que on voit que les réseaux de distribution n'ont pas aujourd'hui fait l'objet d'une attention forcément extrêmement forte en matière de formation sur ces thématiques. Parler de performance, j'ai envie de dire, entre guillemets, c'est facile. Dès qu'on va parler de thématiques, dès qu'on va parler de secteur water, enfin l'eau, dès qu'on va parler d'énergie, d'infrastructure, ça demande aussi, je dirais, un background minimum pour les conseillers, pour pouvoir expliquer effectivement cette politique et ces engagements sur la durée. Et donc, finalement, est-ce que ces offres ne sont pas limitées à quelques élus extrêmement spécialisés? Et comment on peut, si on veut vraiment faire un sujet mainstream et finalement accroître, même si la tendance est de toute façon plutôt extrêmement favorable sur ce type d'offres, comment on peut répondre à cette exigence de transparence, de pédagogie, de compréhension? Et en tout cas, quel est votre point là-dessus, Colline? Oui, alors tout d'abord, il est vrai que l'offre de produits durables, on l'a tous mentionné, je pense, dans nos différents discours, est de plus en plus riche. À titre d'exemple, aujourd'hui, on a à peu près 690 fonds qui ont le label ISR de l'État français, alors qu'il y a un an, on en avait 360. Donc, on peut se rendre compte de ce qui s'est passé en une année, ce qui est quand même énorme. Et cette dynamique, pour moi, elle est une bonne chose parce qu'on a besoin de mobiliser des capitaux pour faire face aux enjeux environnementaux et sociaux qui sont ceux d'aujourd'hui, mais aussi des prochaines années. Mais cette dynamique de marché, elle arrive aussi en même temps, et on l'a dit, qu'un tsunami réglementaire sur la finance durable qui a justement pour objectif de lutter contre le greenwashing et d'éviter que des fonds communiquent de façon un peu trop exagérée sur ce qu'elles pourraient mettre en place techniquement dans leurs produits financiers. Alors, on a par exemple en France la doctrine AMF 2020-03 sur l'utilisation des critères extra-financiers qui vient, elle, dire justement, vous devez ajuster votre niveau de communication sur les critères extra-financiers, que ce soit votre marketing, ce que vous avez dans vos prospectus, votre site internet, à ce que vous faites réellement dans la gestion. Donc là, on a quand même un vrai moyen de lutter contre cet éventuel greenwashing. Et de l'autre côté, on a SFDR qui vient plus mettre des contraintes en termes de transparence et de reporting sur démontrer l'impact positif, négatif de nos investissements. Donc en fait, ces réglementations, elles viennent globalement encadrer cette offre durable et elles arrivent à point nommé quand on voit l'accélération en effet qui est sur le marché. Et ensuite, en effet, il y a un enjeu de formation. Nous, on les côtoie beaucoup, les intermédiaires financiers à la finance à l'échiquier, en particulier les conseillers en gestion de patrimoine. Et on s'est rendu compte très rapidement d'une chose, s'ils ne sont pas à l'aise, s'ils ne maîtrisent pas un sujet sur le bout des doigts, ils ne sont pas à l'aise d'en parler à leurs clients. Ça, c'est un point certain. Et donc, il y a un réel besoin de formation des conseillers financiers aux thématiques de la finance durable, même si on se rend compte que ces dernières années, il y a quand même un intérêt qui est de plus en plus important. Leurs clients leur posent davantage de questions, donc ils sont curieux et ils ont un niveau de connaissance croissant sur ces sujets. Et à ce titre, l'AMF, par exemple, a décidé récemment de renforcer les exigences de certification professionnelle en matière de finances durables de deux façons.
La première façon, c'est d'augmenter le nombre de questions au sein de la certification AMF classique qui porte sur la finance durable, mais également ils ont développé une certification ad hoc dédiée à la finance durable, qui est justement en particulier destinée aux professionnels qui ont une relation directe avec la clientèle et justement qui leur permettra de répondre à un autre des enjeux réglementaires de SFDR qui va bientôt arriver, qui est celui des préférences ESG des clients. Il va falloir que ces intermédiaires financiers soient en capacité d'interroger leurs clients sur leurs préférences ESG. Et donc, mieux vaut pour cela qu'ils soient bien équipés, bien éduqués sur ces sujets et qu'ils soient capables de le faire dans de bonnes conditions. Et si je peux conclure, cet effort de formation, en fait, il est déjà, on n'a pas attendu que l'AMF se positionne sur le sujet, même si je salue cette initiative, pour former nos partenaires. Tous les acteurs de la place, et au premier rang les sociétés de gestion, ont déjà mis en place des initiatives de formation. Nous, à la Financière d'Échiquier, on a un programme depuis 2-3 ans maintenant qui s'appelle l'école de l'ISR, où on a formé plus de 1300, ne nous emballons pas, personnes à ce sujet-là, et on a des retours très positifs et un réel intérêt de ces intermédiaires financiers qui sentent bien qu'il y a un vrai enjeu de compréhension. On a également lancé un podcast à l'automne 2021 qui s'appelle Un pied devant l'autre, justement pour former à la fois le particulier, parce qu'il a aussi une responsabilité, un rôle pour sensibiliser son conseiller à ces sujets, et également les CGP qui a déjà plus de 2000 écoutes. Donc il y a un vrai enjeu de pédagogie qui doit à la fois être adressé d'un point de vue réglementaire à AMF, mais également, je pense que tous les acteurs de la place ont un rôle à jouer pour qu'on y arrive. Du coup, j'ai une question très intéressante. Enfin, merci parce que c'est très clair, mais je me posais la question finalement, est-ce qu'on ne va pas assister à une forme de spécialisation en fait de la distribution compte tenu de la thématisation de cette finance durable, on l'indiquait sur les infrastructures, et donc pour pouvoir permettre, au-delà de la prévenance en matière de préférence sur l'appétence ESG des clients, est-ce qu'on ne va pas assister aussi à une déformation du profil des conseillers, enfin des CGPI, des conseillers d'une manière générale, pour qu'ils soient en capacité de pouvoir suivre et d'être compétents pour en parler? Est-ce qu'on n'a pas, vous sentez cette tendance, ou est-ce qu'on va garder des soi-disant conseillers universalistes qui vont être capables de parler des stratégies d'infrastructure, de politique énergétique ou de protection d'environnement? Enfin voilà, comment vous sentez ce sujet? Et la question s'adresse à toutes les trois, puis j'en aurai une dernière pour Clémence ensuite. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on assiste à ce mouvement de spécialisation, mais peut-être que Léa et Clémence auront un avis différent. Et pour être honnête, je ne trouve pas que ce soit beaucoup plus compliqué de comprendre l'investissement responsable que de comprendre des enjeux de produits dérivés, de produits structurés, d'obligations convertibles. Enfin, voilà, c'est sûr, c'est un sujet supplémentaire, mais je ne pense pas forcément qu'on rentre dans des niveaux de technicité extrêmes. En tous les cas, on peut y aller, mais on n'a pas besoin de ça pour être en capacité d'en parler à ses clients. Et donc, je pense pas qu'on assistera à ça. Ça va plutôt dans le sens de l'histoire. Globalement, la société se pose davantage de questions sur ces sujets. Et donc, c'est un mouvement qui va concerner toutes les professions, dont celle de conseiller financier. Mais en tous les cas, j'ai pas cette sensation. Mais peut-être que mes consorts auront un autre avis sur le sujet. Vas-y, Clémence, si tu veux. Merci Léa. Oui, pour répondre à cette question, je suis de ton avis, Colline. Je pense qu'on ne va pas vers une spécialisation. Ça serait dommage en fait d'aller vers cette spécialisation compte tenu effectivement de l'ampleur en fait de cette prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux. Voilà, ça va faire partie, ça fait pas déjà partie de notre quotidien. Ça doit faire partie effectivement d'un discours aujourd'hui qui doit accompagner la finance. Et c'est pour ça qu'on parle de finance responsable. On a un rôle, je trouve, chacun dans nos sociétés de gestion en fait qui va être très important. Il y a un travail pédagogique, vous en avez parlé, je crois que c'est toi, Colline, un travail pédagogique extrêmement important à faire. Effectivement, la finance durable, c'est un segment qui évolue beaucoup, ça existe depuis plus de 10 ans, les tendances se sont accélérées, les réglementations se sont accélérées. Nous-mêmes, on évolue en même temps que ces réglementations et ce marché aussi, dans la compréhension du marché. C'est là où on doit aussi, Mirova est effectivement considéré comme pionnier, expert en finance durable, mais c'est pas parce qu'on a été considéré comme pionnier, l'un des pionniers en tout cas, et expert sur la finance durable, qu'on ne doit pas aussi contribuer à faire bouger les lignes et aussi à partager ce qu'on observe sur ce marché de la finance durable, sur l'évolution des produits. Donc, je trouve qu'on se doit en fait aussi d'expliquer qu'effectivement, il y a 4 grandes stratégies qui existent sur le marché de la finance responsable, l'intégration ESG, l'exclusion, les thématiques environnementales et sociales et l'impact positif environnemental et social. Et la tendance, elle va vraiment de l'intégration ESG vers la démonstration de cet impact environnemental et social. Là où ça devient plus compliqué, ça c'est Léa, c'est toi qui l'as expliqué tout à l'heure, c'est quand on commence à parler méthodologie
extra-financière, méthodologie ESG. Il existe à peu près autant de méthodologies que de sociétés de gestion, c'est vrai. Et puis, on est dans un marché donc qui évolue beaucoup. On parle, tout le monde est en train de passer à la finance responsable. Il y aura de la place en fait pour tout le monde. La réglementation peut permettre de flécher plus précisément, c'est sûr, l'investissement, le financement. Ça, c'est des étapes extrêmement importantes. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir qu'il y aura la place pour des sociétés de gestion avec différents degrés de finance responsable. Alors nous, ça a toujours été très important chez Mirova, c'est dès le début de toujours commencer à regarder une entreprise par son analyse extra-financière. Et c'est bien cette équipe en interne d'analystes extra-financiers qui va définir chez nous l'univers d'investissement dans lequel vont venir piocher nos gérants. Et puis, il y a une étape importante, on parle de transparence depuis le début, et c'est toujours l'idée, une fois qu'on fait ces analyses-là, il faut être capable de publier des indicateurs d'impact pour chaque fonds, c'est ce qu'on fait chez Mirova, de faire bouger les lignes, je le disais tout à l'heure, de trouver de nouveaux indicateurs d'impact, c'est pour ça qu'on travaille sur l'indicateur d'impact sur la biodiversité, qu'on devrait pouvoir utiliser, on a fait ça avec une coalition d'investisseurs, et on pourrait avoir notre premier rapport d'impact de nos investissements sur la biodiversité en 2022. C'est ça aussi, en fait, la finance durable, et c'est cette évolution-là. Donc, quelque part, moi, j'ai envie de dire, pas de spécialisation, on est là pour vous accompagner, pour vous expliquer comment le marché évolue, comment il se structure, via sa réglementation, via les méthodologies qui existent au sein des sociétés de gestion, comme c'est le cas chez Mirova, mais c'est vrai, toujours, en tout cas, de la transparence, de la pédagogie et vraiment de l'engagement et des activités de plaidoyer, tout ça va aider à tout le monde à mieux comprendre ce qui se passe et voilà, on va le faire ensemble et puis il y aura le choix entre ces différents types d'acteurs, de sociétés de gestion et c'est bien ainsi. Léa, peut-être? Oui, moi j'ai juste un commentaire à faire très simple, c'est-à-dire que si on doit comprendre à quoi sert un fonds ISR ou comment on peut l'expliquer facilement, c'est tout simplement une réconciliation entre l'économie réelle et les marchés financiers. Je crois que la finance a été mise à mal depuis plus de 10 ans, bientôt 15 en fait, depuis le scandale de Lehman Brothers. Et aujourd'hui, un client particulier, il est assez frileux de ce qu'il va retrouver dans ses investissements et surtout, il ne comprend pas à quoi ça sert. Je rappelle juste que notre métier, c'est de financer l'économie et finalement, lorsqu'on fait notre métier à travers le développement durable, on finance des entreprises qui contribuent au développement durable. C'est aussi simple que ça et donc on réconcilie l'économie réelle, c'est-à-dire ce qui se passe chez les entreprises et les marchés financiers qui sont là pour leur apporter des capitaux. Et d'ailleurs, je pense qu'en témoigne ce qui s'est passé cette année sur la crise et je conclurai vraiment là-dessus. Quand on demande à un patron d'entreprise ce qui va se passer sur les 3 prochains mois alors même qu'il est en plein marasme de la crise sanitaire, c'est exactement l'inverse qu'on veut faire, c'est-à-dire c'est plutôt lui poser la question de ce qu'il va faire sur les 5 ou 10 prochaines années, parce que son horizon d'investissement à lui, c'est celui-là. Ben, nous, notre horizon d'investissement, c'est exactement le même, et c'est comme ça que je conclurai pour être effectivement très pédagogue sur le sujet. Alors, j'ai une dernière question, et je pensais à Clémence, mais elle peut s'adresser à vous trois. Elle n'est pas impertinente, je vous rassure, mais finalement, l'univers d'investissement du durable, est-ce qu'il vous semble suffisant pour financer les besoins liés à la transition énergétique et écologique? Et la question que je me pose aussi, c'est de votre point de vue, parce que finalement, quels sont les secteurs? Alors, ils le sont tous, et dans l'absolu, quand on parle de développement durable, de bien-être, évidemment, et de responsabilité, quels sont ceux qui présenteraient, de votre point de vue aujourd'hui, le plus d'opportunités? Est-ce que c'est sur le renouvelable, enfin l'énergie? Est-ce que c'est sur les infrastructures? Est-ce que c'est les investissements avec la crise sanitaire? On se pose beaucoup de questions sur la santé. Est-ce que c'est lié à des méga-trends du type vieillissement de la population? C'est quoi, de votre point de vue? Est-ce qu'on a le droit de répondre qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ce qui est une règle de base? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un thème en réalité, et je pense que c'est ça la vraie réponse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de thèmes porteurs pour les prochaines années, ils sont à peu près dans tous les domaines, il y en a dans la santé, on l'a vu avec le diagnostic récemment, il y en a dans l'environnement avec les énergies renouvelables, mais pas que, c'est beaucoup plus large que ça, les nouveaux matériaux, les matériaux de disruption, les solutions d'efficience, vous en avez à tous les niveaux dans la démographie. Donc en fait, en réalité, c'est pas ça qu'on cherche, ce qu'on cherche, c'est des leaders de demain. Dans chaque secteur, celui qui a correctement anticipé où va être la régulation pour lui et quels vont être ses moyens d'être le plus compétitif.
Donc, surtout pas choisir une thématique, parce que alors ça, c'est vraiment le meilleur moyen de se prendre les pieds dans le tapis. La preuve, hein, depuis le début de l'année, si vous avez misé sur les renouvelables, vous êtes mal barré. Et donc, il faut plutôt réfléchir à quels sont les styles, d'une manière générale, que vous voulez adresser. Soit vous êtes un investisseur de long terme, vous choisissez des fonds dits développement durable qui adressent un peu tous les sujets. Et normalement, si vous avez pris les bons gérants, bah, vous allez arriver à faire de la performance. Ou alors vraiment, c'est qu'il y a un problème. Ou alors, vous avez d'autres types de gestion, vous avez d'autres styles de fonds et vous adressez d'autres thèmes. Mais moi, je ne choisirais pas un thème parce que c'est très dangereux. D'accord. Clémence, peut-être? Oui, pour rebondir, je pense qu'il est important, en fait, justement, sur cette transition énergétique et environnementale, c'est vraiment d'avoir une convergence des forces qui va être super importante. Ça se passe au niveau des politiques publiques nationales, ça se passe au niveau régional comme au niveau de l'Europe, ça se passe au niveau des entreprises, ça se passe au niveau de la finance, bien sûr, et ça, là, il faut cette convergence des forces pour effectivement mener à bien cette transition énergétique et environnementale. Après, oui, Léa, tu l'as dit, elle doit être diverse, en fait, aussi. Et c'est important, on peut aussi bien parler d'actifs réels que d'actifs cotés, en fait, justement, pour financer cette transition. Donc, ça fait un panel très large. Si je prends une fois de plus des exemples plus concrets, chez Mirova, pour le coup, on a une activité majoritaire qui est vraiment sur les actifs listés et une autre part d'activité qui va être sur les actifs réels. Alors, qu'est-ce qu'on finance concrètement? C'est important, on peut financer plein de choses. Par exemple, on voit qu'on a une forte demande pour les produits durables avec une neutralité carbone. Donc, on voit qu'il y a de nombreuses opportunités qui sont en train de naître donc sur la partie non cotée. Il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui sont là, qui lèvent de l'argent, qui attirent des talents. Ça, c'est des changements importants. Par exemple, donc chez Mirova, on a une activité qui s'appelle Capital Naturel. Qu'est-ce qu'on fait? On finance des systèmes d'agroforesterie en Pérou, en Colombie, par exemple, pour développer une production de café certifié. Ou alors, on investit également au Bhoutan pour justement entraîner la restauration des terres qui ont été dégradées et avoir des productions de noisetiers qui soient certifiées. Ça peut toucher beaucoup d'acteurs en fait locaux. Là, en l'occurrence, l'exemple que j'ai pris au Bhoutan, c'est 15 000 petits producteurs qui vont être bénéficiaires. On peut aussi regarder au-delà de l'activité capital naturel, donc dégradation des terres, il y a aussi tous les investissements pour les protections des océans. Il y a également tous les investissements qu'on peut avoir aussi dans les financements d'infrastructures d'énergie renouvelable. Chez Mirova, on investit quasiment 1,5 milliard sur cette thématique-là. On a clôturé 4 fonds sur ce thème-là, on en lance un 5e. Vraiment, l'idée, c'est d'accompagner effectivement ces parcs éoliens, ces parcs solaires, la biomasse, l'hydroélectricité, etc., d'investir dans la mobilité propre. Voilà, donc ça aussi, c'est une façon d'investir via les actifs réels. Il y a l'économie sociale et solidaire qu'il ne faut pas négliger aussi, qui est importante aussi, il faut les accompagner dans ce contexte-là. Et puis, pour finir, il y a les actifs listés, donc ça c'est le gros de notre activité chez Mirova, à travers les actions. Des actions, effectivement, on investit dans des entreprises qui sont apporteuses de solutions aux objectifs de développement, aux enjeux de développement durable, soit via effectivement donc les actions, via par exemple aussi les green bonds, les social bonds ou les sustainable bonds. On a beaucoup d'outils et on voit que les outils en fait se développent de plus en plus pour répondre justement à ces enjeux de développement durable. Et encore une fois, n'oublions jamais l'impact. Donc, les outils, les forces convergentes sont très importantes. Les outils, les types d'actifs, les types de produits se développent. Il y a des innovations en permanence et c'est vrai que c'est très important de continuer à suivre tout ça pour s'assurer qu'effectivement, la finance va contribuer très fortement et est indispensable pour financer cette transition énergétique et environnementale. Et si je peux ajouter une toute petite chose qui me paraît être intéressante, Léa a évoqué l'importance d'être investi dans différents thèmes d'un point de vue financier. Et moi, je voudrais plus vous parler du point de vue de l'impact. En fait, aujourd'hui, on a tendance à traiter tous ces sujets environnementaux ou sociaux assez en silo. Donc, on a le changement climatique, on a les énergies renouvelables, on a la santé. Nous, on est convaincus qu'en fait, il y a beaucoup de liens entre tous ces sujets et qu'il ne faut pas segmenter les thèmes. Quand on parle de produire des voitures électriques, ça a des impacts sur des enjeux sociaux parce que pour produire une voiture électrique, il faut moins de salariés que pour produire une voiture thermique. Quand on parle d'enjeux liés au changement climatique, on reboucle aussi avec la biodiversité. Et donc, tous ces enjeux sont interconnectés et c'est important dans notre lecture en tant qu'investisseur de la réponse qu'on veut apporter à ces différents enjeux, d'avoir conscience de ces liens et de pouvoir justement ne pas financer les énergies renouvelables aux dépens d'autres enjeux environnementaux, en particulier sur la biodiversité, il y a des grands enjeux, et d'avoir vraiment cette vision transverse. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important et qui sera de plus en plus si on veut faire avancer globalement l'ensemble de ces enjeux environnementaux et sociaux de façon parallèle et que le développement d'un ne se fasse pas aux dépens de l'autre.
Alors, j'aurais peut-être une dernière question, alors pas sous forme conclusive, mais un peu quand même, qui s'adresse à vous trois. De votre point de vue, quelles seraient les prochaines frontières pour accélérer en fait cette finance durable? Aujourd'hui, on voit bien les freins, on en a évoqué un certain nombre et on a des réponses. Celui de la distribution, c'est loin d'être le plus négligeable. On voit bien qu'il y a quelques difficultés pour effectivement répondre de façon compliant à un certain nombre d'obligations réglementaires, mais à la limite, ça concerne surtout les entités. Qu'est-ce qui fait que, Colline apporte un début de réponse. Moi, je suis très partisan finalement de cette notion d'impact et cette approche un peu holistique, globale du sujet, tout est dans tout, mais au bout d'un moment, il faut quand même pouvoir exprimer quelque chose de clair et de précis au client, sinon lui-même, ils ne sont pas des experts, ils ne sont pas forcément adaptés. Donc, d'un point de vue pratique, c'est quoi, de votre point de vue, la frontière qui fera que on sent bien que le sujet de la finance durable, elle est crantée, on va pas revenir en arrière, mais qui fait que, voilà, elle est en train de coloniser progressivement. Ça ne résume pas tout le sujet de la finance mondiale, mais elle colonise progressivement, effectivement, la finance avec un grand F. Qu'est-ce qui fait que ça pourrait encore s'accélérer ou peut-être même ne pas aller aussi vite que prévu? Voilà. Quelle est votre façon prospective d'analyser cette évolution de la finance durable? Allez hop. Je pense que l'accélération, elle a été énorme en 2020. On a vu les annonces de plans de relance au niveau français, le plan de relance européen qui repose sur le Green Deal avec un fléchage résultat des investissements en faveur de ces fameuses types éco-activités. Tout ça est une accélération considérable parce que les flux en fait financiers ne sont pas débloqués là à l'instant T. En fait, ils vont être débloqués sur un cycle de plusieurs années, voire jusqu'à 10 ans. En fait, donc quelque part, en fait, on a juste aujourd'hui pris conscience que cette crise nous avait obligés effectivement à opérer une relance économique au niveau mondial, au niveau français, au niveau européen. Les plans de relance sont dans cet axe-là. Et effectivement, cette part verte de ces plans va être indispensable, mais vraiment pour accompagner dans la durée. Donc, je pense qu'en fait, l'accélération, elle va de fait continuer parce qu'on va voir arriver ces flux financiers de grande ampleur. C'est aussi le cas des États-Unis. Le plan annoncé par le nouveau président Joe Biden en est encore un autre exemple. D'autant plus qu'ils avaient annoncé ils viennent d'annoncer leur retour dans les accords signer le décret pour le retour dans les accords de Paris sur le climat, ce qui est bien pour l'un des plus grands pollueurs de la planète. Donc, je pense que quelque part, on n'est qu'au début en fait, de la prise de conscience des croissances potentielles, finalement, qu'on va réellement avoir dans les entreprises apporteuses de solutions aux enjeux de développement durable sur plusieurs dizaines d'années. Donc, je pense qu'on est en plein dedans. Alors moi, pour compléter ce qu'a dit Clément, c'est vrai qu'une fois qu'on a levé tous les freins, de l'information disponible par les entreprises, de la pédagogie qu'on peut insuffler, je pense qu'il y a deux éléments. Premier élément, c'est la conviction. C'est-à-dire qu'un client, pour que ça s'accélère, c'est tout simplement parce qu'il est convaincu que ce type d'investissement fait sens. Et pour lui donner cette conviction, ou en tout cas pour l'aider à se forger une conviction, je rejoins sur le fait que les indicateurs d'impact sont le bon moyen. C'est-à-dire que, vous savez, il y a quelques années, on donnait des notes moyennes de portefeuille. J'ai un portefeuille qui est noté A+ en moyenne ou 8,5 sur 10 en moyenne. Ça ne veut rien dire, ça n'apporte aucune information. En revanche, quand vous commencez concrètement à dire, voilà, grâce à cet investissement, pour un certain montant investi, vous avez contribué à un certain nombre de patients qui ont été soignés, à un certain montant d'investissement dans la recherche médicale, à des énergies renouvelables financées, des capacités. Vous avez permis également l'accessibilité à des personnes défavorisées, à des services. Bref, tout un tas d'indicateurs qui vont se déployer et qui vont être mis en place selon les stratégies des asset managers. Ça, c'est concret. Le deuxième relais qui va pouvoir accélérer les choses, c'est la fiscalité. N'oublions pas qu'il y a eu une première ébauche de fiscalité avec la loi Pacte qui a imposé la mise en place de fonds ISR et également de fonds solidaires dans les assurances vie et dans l'épargne salariale. Peut-être qu'un jour, pour accélérer le mouvement et puis pour favoriser les investissements long terme vers les entreprises vertueuses, on associera à cela des avantages fiscaux ou on maintiendra certains avantages fiscaux déjà existants. Ça a été évoqué par le passé au niveau gouvernemental, notamment au moment de la mise en place des labels en 2015. Donc, ça pourra être un effet accélérateur. Merci Léa. Colline,
Un petit mot de conclusion générale. J'ai l'habitude de dire qu'en tant qu'investisseur responsable, on a une responsabilité pour réconcilier l'épargnant avec la finance. Léa l'a dit, les 15 dernières années ont été compliquées, je pense, pour l'image des marchés financiers. Et pour moi, cette réconciliation, elle se fait par la transparence. Pour moi, on doit être en capacité d'ouvrir le capot et de montrer aux clients ce qui se passe réellement à l'intérieur pour qu'ils puissent faire ses choix en conscience. Les indicateurs d'impact font partie de cette transparence. Et moi, je trouve qu'il y a une évolution qui est intéressante et qui a été rétablie, si je puis dire, dans le nouveau cahier des charges du label ISR de l'État français, c'est la transparence sur les inventaires. Qu'aujourd'hui, un fonds labellisé ISR, avec ce nouveau cahier des charges, doit communiquer en toute transparence l'inventaire, donc la liste de toutes les entreprises qui sont dans chacun des fonds ISR en détail. Et ça, je trouve que, alors c'est très simple, on va dire, on n'est pas dans tous nos débats sur les indicateurs d'impact qui sont compliqués à obtenir, à agréger, etc. C'est un peu la base. Mais je trouve que si tout le monde demain est en capacité d'ouvrir son portefeuille, de le montrer sans aucun tabou à son client, bah, on aura déjà passé une marche assez importante parce qu'en fait, le gérant devra d'autant plus aligner ses pratiques d'investissement avec son discours commercial, devra être à l'aise avec l'ensemble de ses investissements pour être en capacité de partager tout ça avec ses clients. Et je trouve que c'est une pratique à la fois très simple et à la fois qui peut permettre d'accélérer beaucoup de choses et d'assainir, on a parlé de greenwashing, l'ensemble des pratiques et voilà, que tout soit fait en conscience, à la fois conscience pour le gérant et conscience pour le client final. Merci Colline. Je crois, on m'informe qu'il y aurait une question. Donc je pense que c'est Nathalie qui va nous faire passer cette question. Tout à fait. Une question qui est la suivante. L'ISR facilite-t-il le passage à l'action, investissement en actions des épargnants? Si oui, pourquoi? Une question auquel peut répondre certainement Stellane. Oui, je peux faire peut-être le début de la réponse avec le prisme distributeur et distributeur sur Internet. Et ensuite, je vous laisserai apporter votre vision des choses. Indéniablement, on voit que là, il y a chez les épargnants une prise de conscience, en tout cas en assurance vie, que le fonds en euros ne répondra plus aux promesses du passé. Et donc, ce passage vers les unités de compte, il est indéniablement facilité et on voit les statistiques au niveau de la FFA, hein, on voit qu'effectivement, on a une progression régulière depuis ces deux, trois dernières années vers un ratio UC plus élevé. Et c'est vrai que la recherche de sens dans le choix des unités de compte est très, très flagrant chez les épargnants. Et en plus, ce que disait Léa tout à l'heure, c'est très vrai, c'est-à-dire cette réconciliation entre l'économie réelle et les marchés financiers. Il y avait chez les épargnants une peur de l'unité de compte, on investit sur des marchés, mais sur quoi? C'était la boîte noire, même si on essayait, nous, professionnels, de décrypter ce qu'il pouvait y avoir derrière ce vocable unité de compte. Aujourd'hui, avec des fonds thématiques, avec des fonds où on vient expliquer, on vient décrypter ces critères extra-financiers, eh bien, ça donne c'est extrêmement concret pour nos épargnants et ça leur permet de donner véritablement du sens à leurs investissements. Et oui, c'est beaucoup plus, c'est d'une part recherché et c'est beaucoup plus apprécié par les épargnants de savoir que leur unité de compte va être libellée dans un fonds qui va sélectionner des entreprises qui répondront à des critères extra-financiers et qu'on viendra exclure des entreprises qui vont polluer, etc. Donc, c'est très vrai et c'est un facilitateur. Ça, c'est très flagrant. Il y a peut-être une d'entre vous qui souhaite compléter ou apporter sa vision des choses. C'est bon. Est-ce qu'on a une autre question? Non, pas d'autres questions. Je repasse la parole à François. Oui, alors d'abord, parce que je vois qu'on est presque au terme de notre entretien,
D'abord, merci Clémence, merci Colline, merci Léa et merci Stellane. Moi, ce que je retiens, c'est effectivement l'idée que tu viens de réévoquer, Stellane, et qui était largement évoquée par toutes les trois et Léa. C'est cette réconciliation entre l'économie réelle et l'économie financière. Et je pense que ça, les historiens de la finance pourront flaguer l'année 2020 comme une année un peu particulière, à beaucoup de points de vue d'ailleurs. Et je partage également le point, mais pas sous un point positif sur l'évolution de la fiscalité. Je pense qu'effectivement, sans être un devin, que la fiscalité va probablement non pas favoriser la finance durable, mais va pénaliser plus durement en fait l'économie fortement irresponsable ou qui aurait des impacts assez négatifs sur l'environnement, sur la vie sociale, sur tout un tas de sujets. Mais je ne pense pas que les moyens fiscaux seront consacrés à surfavoriser la finance durable, mais plutôt à pénaliser et donc quelque part, évidemment, à favoriser comment dirais-je, la finance durable. Et donc, du coup, ça va être des sujets qui sont, comme vous l'avez dit, qui sont parfaitement audibles et compréhensibles à la fois, et je partage le point de la non-expertise, parce que finalement, on est sur des sujets que tout le monde peut comprendre. En tout cas, quand on parle d'économie réelle, de santé, de bien-être, d'environnement, je pense que les gens sont assez intelligents pour savoir de quoi on parle. Et donc, du coup, effectivement, ça va... on dit souvent, enfin en tout cas c'est l'expression qui va faire sourire Stellane, mais l'euro roi est mort et que effectivement la finance durable est un facteur de déploiement, de développement des unités de compte et des actions, parce que derrière on va leur parler d'impact, on va leur parler de sens, et donc du coup j'ai cette conviction. Et donc c'est le talent de vos sociétés qui vont vous permettre finalement de mettre tout ça en lumière, même si les efforts de transparence seront là. Je pense qu'on ne va pas soulever le capot en permanence. Quand on achète une voiture, il y a 2% des gens qui regardent si effectivement l'injecteur ou le moteur électrique il est bien comme il faut. C'est pas ça que les gens achètent en fait. Ils achètent évidemment un peu de performance, faut pas se leurrer, mais ils achètent du sens et de plus en plus d'impact. Donc encore merci pour la clarté et de vos prises de position. Là, il n'y a pas eu de langue de bois. Merci à ta Profit qui était la puissance invitante, et je pense que ce cercle, à mon avis, a de l'avenir. Je crois pouvoir vous dire que vous aurez évidemment les liens du podcast qui vous sera envoyé. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter ou si vous aviez des questions, bah, écoutez, en tout cas, en ce qui me concerne, mais j'imagine que pour Stellane et nos trois intervenantes, on pourra y répondre si vraiment il y a des questions pointues. Donc, je pense qu'on restera tous à votre... Enfin, là, je parle pour moi, je ne m'engage pas pour vous, mesdames. Mais voilà, on va essayer de rester à votre disposition. Et en tout cas, merci de votre attention et merci à Alta Profit de nous avoir donné l'opportunité d'apporter tous ces éclairages sur un sujet qui n'est pas forcément aussi simple que ça. Voilà.